Mon nom est Amnangoniba et je fais avec deux autres amis, donc Ofolede qui est absent aujourd'hui, qui devrait être là mais qui s'est absenté, qui n'a pas pu être avec nous, et un autre membre qui est Nzwamba Simanga. Donc nous faisons partie de Keperu Nakemeta, donc on le définit comme étant un centre de production des solutions pour notre communauté, donc des solutions concrètes qui vont permettre à notre communauté de retrouver ses lettres de noblesse. Et ce centre, nous le définissons également comme un observatoire de ce qu'on appelle les armes de domination mentale. Donc les armes de domination mentale, ce sont des outils psychologiques, que ce soit la langue, etc., qui font que nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Donc c'est dans le cadre de cette mission que nous nous sommes donnés de participer à la reconstruction et au renforcement de notre communauté, que nous nous sommes intéressés à cette problématique du mariage, donc le couple, le mariage, etc. etc. Et donc dans ce cadre c'est dans le cadre de cette recherche que je vais commencer par introduire par quelque chose de simple, de banal, c'est-à-dire que si on comprend ça, le reste... Je m'excuse, je crois qu'il y a un petit problème de son, vous entendez pas bien derrière? Ah d'accord, ok. Alors pour le moment, il faudra faire ça. Je vais essayer de brancher ceux qui sont derrière. Nous faisons partie d'un centre qui se nomme Keperu Nakemeta. Et donc l'objectif de notre centre, c'est œuvrer pour trouver des solutions concrètes et opératoires pour permettre à notre communauté de se reconstruire et de se renforcer. Et ce centre se conçoit également comme un observatoire de ce qu'on appelle les armes de domination mentale. Qu'est-ce qu'on appelle par armes de domination mentale? Ce sont des outils psychologiques, comme la langue, les mots d'une langue, qu'on va utiliser pour soumettre un peuple, une communauté, etc. etc. Et c'est donc dans le cadre de ces activités de ce centre, de cet observatoire, que nous nous sommes intéressés à la question de ce qu'on appelle le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Donc, avant de se poser cette question, pourquoi on s'est posé cette question? On s'est posé cette question pour quelque chose de logique. On s'est dit, on s'intéresse à la question de l'État, nos États sont par terre. Mais qui dirige l'État? Celui qui dirige l'État, c'est l'être humain. Donc si l'être humain est malade, l'État qu'il va diriger sera tout aussi malade que lui. Donc il faut d'abord soigner l'être humain, et c'est l'être humain qui donne naissance à ce qu'on appelle, pour le moment, couple, parce qu'on va voir ce qu'est le couple également, et c'est le couple qui va engendrer la famille, ce qu'on appelle aujourd'hui famille, entre guillemets, toujours, et c'est la famille qui va créer la société, la communauté, jusqu'au sommet qui est l'État. Donc il faut d'abord régler le problème de l'individu humain, et après on peut s'intéresser à tout le reste. Et c'est donc, alors, il est où le technicien, il est où? C'est pour l'ordinateur. C'est pour projeter. Ouais, je crois qu'il faut connecter au... Mais il est où le câble? L'individu humain, on n'aura pas de couple stable. Pour le moment, on parle de couple. Et si on n'a pas de couple stable, on n'aura pas de famille stable. Si on n'a pas de famille stable, on n'aura pas de société stable. Et si on n'a pas de société stable, eh bien, on n'aura pas d'État stable. Parce que c'est l'individu humain qui dirige l'État. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait ce petit schéma, cette petite pyramide, pour montrer que si l'individu humain jouit d'une prise en charge efficace, eh bien, on aura un individu humain qui va exceller. Et non pas un individu humain médiocre s'il n'est pas pris en charge par sa communauté. De même, si j'aurais pu marquer couple, mais j'ai préféré marquer union de deux individus humains hétérosexuels, on va se comprendre plus tard. Donc si cette union est correctement prise en charge, on aura des couples épanouis et qui jouissent de durabilité, et non pas les divorces qu'on rencontre aujourd'hui. A contrario, s'il y a une mauvaise prise en charge du couple, eh bien qu'est-ce qu'on aura? La morosité, lassitude, les divorces, on parle de break, etc., etc. Pareillement, si les communautés parentales, on peut parler de famille, mais j'ai préféré cette expression, on va voir pourquoi. Donc si les communautés parentales jouissent d'une prise en charge efficace, eh bien, on aura des familles solidaires et bien organisées. Par contre, s'il y a une mauvaise prise en charge, eh bien, on aura des familles éclatées, comme on en retrouve aujourd'hui.
Et au niveau de la société de l'État, ben, s'il y a une bonne prise en charge, ben, on aura des États prospères et qui nous sécurisent. Donc on ne va pas être obligé de prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée pour faire un accident, parce que nos États seront correctement pris en charge. Par contre, si on a des États non pris en charge, on a l'homme qui devient un prédateur pour son semblable et son environnement. Donc, on a des États qui seront en conflit en permanence. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux cette question du couple, du mariage, etc. etc. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser quelques petits principes de base pour qu'on comprenne la suite de l'exposé. Quels sont ces principes? C'est deux choses claires. Il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses et il y a ce qu'on appelle habituellement la langue. Parce que quand on utilise les mots d'une langue, il faut savoir que les mots d'une langue véhiculent la culture, l'idéologie, le prisme, le paradigme, tout ce qu'on veut de cette culture-là, de cette langue. Donc une langue n'est jamais anodine, elle n'est jamais neutre, elle est toujours... elle correspond toujours à un mode de production donné, à un système social donné. Donc, voilà pourquoi on dit que les langues, les mots, quand on nomme les choses, ça renvoie aux cultures des peuples qui ont forgé ces langues-là. Donc, quand on dit par exemple mariage, à quelle culture renvoie le concept de mariage? Donc, il y a la manière de faire les choses, il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses, les habitudes d'un peuple, le mode de vie d'un peuple. Donc, tout peuple a sa façon de faire les choses. Dans toutes les communautés humaines, ben, on constitue ce qu'on appelle des unions, des relations à deux. Ce qu'on appelle habituellement, communément, le couple. Dans tous les peuples, on se met en couple. Que ce soit les Suisses, les Français, les Congolais, etc., etc. Dans toutes les communautés, on se met à deux. Mais la façon d'arriver à cette union, donc chaque culture a son mode opératoire. Donc la façon de faire des Français ne va pas être la façon de faire, je ne sais pas moi, des Zoulous, ne va pas être la façon de faire des Mayas, etc., etc. Donc c'est cette façon de faire de chaque communauté qui va permettre de nommer cette pratique-là. Donc si les uns marchent avec le pied gauche, ben, ils vont nommer les choses à partir de ce fait. Si les autres, par contre, vont avec le pied droit, ils vont donner leur terme à eux. Donc ce qu'il faut retenir, je pense que si on comprend ce schéma, donc façon de faire les choses qui est propre à chaque culture, et la langue qui correspond à la culture. Donc la langue, ce n'est que le véhicule de la culture donnée. Donc si on comprend ce schéma-là, je pense que le reste, on va pouvoir se comprendre. Alors, c'est dans ce sens que l'exposé comprend deux grandes parties essentiellement. Donc il y a une première partie qui va s'intéresser au concept de mariage et à ses conséquences. Et il y aura une deuxième partie qui va s'intéresser à notre façon, à nous, donc ce qu'on appelle le Makwela en Kikongo, à notre façon à nous de constituer justement des unions et des communautés parentales. C'est ce qu'on appelle en langue Congo le Makwela. Alors, ceci étant, ça c'était l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, le constat, c'est quoi? Pourquoi on en est venu à s'intéresser à cette question du mariage? C'est justement comme j'ai dit au départ, il y a énormément de divorces, de séparations dans les familles, c'est l'éclatement, etc., etc. Donc il faut régler ces problèmes-là. Alors, quand on fait un tel constat, on voit qu'il y a mariage. Alors, que disent ceux qui ont inventé le mariage? Chez nous en France, par exemple, il y a une expression qui dit « La première cause du divorce, c'est le mariage ». Donc c'est parce que vous vous êtes marié que vous divorcez. Donc, il faut questionner la question, ce qu'est le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Alors, dans la salle, qui est marié? N'hésitez pas, voilà, c'est pas une question piège. Alors, qu'est-ce que le mariage, justement? Qu'est-ce que le mariage? Parce que la thématique de l'exposé, c'était abolir le mariage. Il faut abolir le mariage pour qu'on parvienne à faire notre reconstruction. Mais il faut savoir ce qu'est le mariage. Parce que quand on a annoncé ce titre, bon, apparemment ça fait des polémiques et puis les gens étaient perdus, comment abolir le mariage alors que nos ancêtres, depuis le temps des origines, on se marie, mais qu'est-ce que le mariage?
Il nous suffit d'ouvrir un dictionnaire, notamment des dictionnaires étymologiques, parce qu'il faut questionner les mots. Parce que très souvent, on parle, on utilise des mots, des expressions, mais on ne les questionne pas. Qu'est-ce que le mariage? Alors, quand on ouvre le dictionnaire, du point de vue étymologique, le mariage se divise en deux mots. Tout simple. On a mari et on a âge. Mari, c'est quoi? Donc, âge, déjà, ça vient du latin agere. Ça désigne l'action de faire quelque chose, c'est agir. Et mari, qu'est-ce que ça désigne? Donc, déjà, mariage, on peut dire, c'est l'action du mari. Qu'est-ce que le mari? Quand on remonte à l'étymologie latine, mari, ça vient de maritus, mas, maris. Qu'est-ce que ça désigne? Mais je crois qu'on l'a compris. Le mâle, le sexe masculin, l'homme. Donc, quand on parle de mariage, c'est donc l'action de l'homme. Et donc, le latin, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, le latin, mari, maritus, mas, maris, découle lui-même du sanskrit, qui est considéré comme la langue mère ici, qui va donner les autres langues indo-européennes. Ça découle du sanskrit Maria. Maria, c'est quoi? Maria, c'est le conquérant. Donc, mariage, c'est l'action du conquérant. Mais que conquiert-il? Notre cœur. La Voilà. Est-ce qu'on ne dit pas « je l'ai conquise » ? Ah, voilà cette fille, je l'ai conquise. Est-ce qu'on sait pourquoi on dit « je l'ai conquise » ? Est-ce que conquérir, c'est comme ce qu'on nous montre à la télévision, dans les films, oui, chérie, je t'aime, bébé, t'es belle, et puis on tombe amoureux, et puis ça se passe comme ça. Conquérir, c'est soumettre. Quand on conquiert un peuple, ça veut dire qu'on soumet le peuple. C'est ça l'étymologie du mot mariage, et c'est ça la conception indo-européenne du mariage. Voilà pourquoi je vais vous montrer maintenant. Donc le mariage, on peut simplement dire, c'est la consécration du mâle, donc de l'homme, du conquérant. Alors, maintenant, on va voir la définition du mariage en images. Alors, s'il te plaît. C'est sur YouTube, c'est là. Donc, voici la définition du mariage. Donc, ça se passe encore de nos jours dans plusieurs communautés, en Asie, ici, etc. etc. Donc, ça fait, je tiens à préciser quand même que ça c'est une information officielle, ça passe à l'actualité, surtout en ce moment, parce qu'il y a des filles qui se suicident après le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Centuries-old tradition of bride kidnapping must stop, and those who facilitate it will face punishment. Bride kidnapping, an old tradition in Chechnya. Men often decide to steal a girl if Là nous avons un conquérant, or mari. her family objects to the union. The bride napping was often followed by negotiations between the bride's and groom's families, facilitated by a local imam or religious leader. But from now on, imams will face punishment if they get involved. Chechen leader. This we follow Islam, the religion want to tell you with On va aller sur internet chercher des vidéos, il y en a énormément. Bride kidnapping from our society. Bride stealing can also lead to blood feuds. Last year, 4 people were killed during a kidnapping, including a Je mets une pause. Donc, voilà la définition imagée du mariage. Le mariage, c'est quoi? On peut remplacer le mot mariage par kidnapping, par rapt, par vol. Donc, c'est quoi le mariage d'après la définition étymologique? Vous rencontrez une fille dans la rue, elle vous plaît, il vous suffit de la kidnapper, elle devient votre épouse. C'est ça le mariage. Donc, quand on dit je me suis marié, ça signifie que moi, le conquérant, j'ai kidnappé une femme. Voilà, c'est que le mariage. Donc vous pourrez regarder ces vidéos. Et là, ça se passe encore de nos jours. Ce sont des vidéos récentes. Donc énormément de communautés. Alors, en parlant de ça avec des amis, on m'a demandé, oui, mais bon, en France, par exemple, ou en Suisse, bon, ces pratiques sont dépassées, on ne le fait plus. Ça se fait toujours, le mariage. Même si ça se fait de façon voilée. Qu'est-ce que le mariage? Là, quand il kidnappe la fille, il la sort de sa famille. Elle n'appartient plus à sa famille, elle appartient maintenant à l'homme. Alors, quand on va à la mairie, qu'est-ce qui se passe?
quel est le moyen détourné que les Européens, par exemple, ont trouvé pour moderniser le mariage primitif? Autoriser la femme à dire oui ou non. Non seulement ça, mais la femme perd son nom de jeune fille pour porter le nom de son mari. Donc elle quitte, en fait, elle perd son identité personnelle, son identité familiale pour intégrer l'identité de... Voilà arabe. C'est déguisé, mais c'est arabe. Autre chose, on voit que là, il kidnappe, je répète encore, il kidnappe la fille, donc il l'enlève de sa famille. Et là, la famille ne peut plus rien dire parce que la loi autorise justement ça. Donc quand vous kidnappez, ça veut dire que c'est acquis. C'est la loi, ça se passe comme ça. Donc la famille ou le père ne peut pas dire oui, ma fille, non, c'est fini. Là, on fait la cérémonie après. Donc, quand on fait la cérémonie du mariage, qui aujourd'hui a l'autorité de vous marier? C'est soit le prêtre, soit le maire. Donc c'est pas votre parent qui donne l'aval ou autre. Voilà une autre forme déguisée de rapt. Donc ça se fait dans toutes les communautés indo-européennes. Certains vont le faire de telle façon, d'autres de telle autre façon. Donc voici la définition de ce qu'on appelle le mariage. Alors je repose la question, qui dans la salle est marié? Bon, il y en a une autre fois. Donc voilà ce qu'est le mariage. Donc nous, quand par abus de langage, on dit par exemple le mariage traditionnel en Afrique, s'il faut faire une phrase avec, ça signifie quoi? Ça signifie comment j'ai volé ma femme en Afrique. Comment j'ai kidnappé ma femme en Afrique. Mais est-ce qu'en Afrique, on kidnappe les femmes? Ça, on va le voir après. Donc, une fois que vous vous mariez, donc vous faites, une fois que le conquérant agit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut tout remettre dans le contexte culturel une fois de plus. Le contexte culturel, dans le contexte culturel eurasiatique, la femme est considérée comme un objet, un bien meuble, la chose de l'homme. Donc son père, le pater familias, ou tout homme, etc., etc. Donc, une fois que le conquérant agit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va demander ce qu'on appelle la dot. Qu'est-ce qui a doté sa femme dans la salle? Qu'est-ce qu'elle a dot? C'est ça la question qu'il faut poser. Et là, je dis qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, dans leur cadre culturel. Voilà pourquoi la langue est très importante. Et on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'assimilation linguistique, c'est-à-dire prendre nos mots et essayer de trouver des équivalences dans les langues des autres. Ça ne marche pas parce que culturellement parlant, les cultures sont interchangeables. Alors, qu'est-ce qu'elle a dot? J'ai dit que la femme en Eurasie est considérée comme un boulet. C'est un poids pour l'homme. Alors, pour la mariée, qu'est-ce qu'elle a porté? C'est ce qu'on appelle la dot. C'est-à-dire les ressources pour prendre en charge la femme par son homme. Donc, ce qu'on appelle la dot, si vous aurez n'importe quel dictionnaire, là par exemple, c'est une définition du dictionnaire du CNRS que je donne, c'est le bien qu'apporte une femme en se mariant. C'est ça la dot. Donc, les messieurs, quand vous apportez, ce n'est pas une dot, d'après la définition. Donc, la femme, quand elle est kidnappée, non seulement elle est kidnappée, mais elle doit encore apporter une rançon. Mais ce n'est pas pour la libérer, c'est pour la prendre en charge. C'est ça la dot, c'est une rançon. Donc on te met sous le fait accompli, je te kidnappe, ta famille est sous le fait accompli, elle ne peut plus rien faire, et après on te demande, il faut payer là. C'est ça la dot. Donc est-ce qu'il existe la dot en Afrique? Telle est la question qu'il faut se poser. Donc, on te rapte et on te demande de payer. Donc, une fois que tu payes, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est de constituer des couples. Moi, j'ai choisi de parler tout à l'heure d'union, etc., etc. Qui est en couple ici? Qu'est-ce que le couple? Quand on ouvre le dictionnaire, on a plusieurs définitions du mot couple. Je pars toujours de la définition originelle et puis voilà. Originellement parlant, qu'est-ce que le couple? En fait, à l'origine, on ne disait même pas le couple. On disait la couple. C'était un mot féminin. Et jusqu'à présent, dans les dictionnaires, il y a toujours les deux mots. Il y a le couple et la couple. Mais à l'origine, c'était un mot féminin. Qu'est-ce que le couple? Le couple, dans l'une de ses conceptions, c'est
deux choses qui se sont unies accidentellement. Ouvrez le dictionnaire, vous allez le voir. Là, c'est la définition du littré. C'est ça un couple. Deux choses qui se sont unies accidentellement. C'est normal quand on remet dans le contexte culturel du mariage. Parce que la fille qui s'est fait kidnapper, elle ne s'attendait pas à... Voilà. Ah tiens, c'est qui toi? Je ne te connais pas. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est ça le couple, la définition du couple. Donc aujourd'hui, quand on dit je suis en couple, est-ce que tu es vraiment en couple? Est-ce que tu n'as pas un petit peu négocié là, tantine C'était pas accidentel. Et voilà pourquoi quand on parle d'accidentel, on comprend les notions comme coup de foudre. Coup de foudre, c'est quoi? Gardez cette définition parce qu'on va en parler plus loin après. Coup de foudre, c'est quoi? Quand tu marches, quand la foudre tombe, ça ne choisit pas. Boum, ça explose. C'est accidentel. Voilà le couple. Donc ça, c'est l'une des premières définitions de ce qu'on appelle le couple. Mais ça rentre dans le cadre culturel du mariage. Alors, l'autre définition de couple, c'est quoi? Notamment quand on parle de la couple. La couple, c'est quoi? C'est la corde, c'est le lien, c'est la laisse plus particulièrement. C'est comme votre chien, quand vous le baladez dans la rue, vous lui mettez une laisse. C'est ça la couple. Je ne sais pas si les images... le dossier que je vois, c'était lequel? Ah ouais, c'est là. Non. C'est ça? Non. Ouais, toujours dans mon dossier. Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est sur Internet. Sur Internet, c'est bon. Là, par exemple, vous avez un article sur Internet. Je suis l'animal de compagnie de mon homme. Et là, on voit que l'homme a mis justement la couple autour de sa femme. Et il se balade avec. Ça, vous regardez par exemple les trucs de sadomaso, il y a tout le temps, voilà, c'est ça la couple. Donc quand je dis je suis en couple, ça signifie quoi? Que je suis l'animal de mon compagnon. Ou de ma compagne, etc., etc. Je veux que c'est maintenant la liberté des deux. Donc, il est très important de questionner les mots. Donc, je repose ma question. Qui est en couple dans la salle? Donc, on voit que les mots sont très importants et on ne peut pas les utiliser comme ça pour dire oui, le couple en Afrique ou le mariage. Donc, chaque culture véhicule ses valeurs, ses bases, mais en fonction d'une réalité qu'elle vit effectivement. Et la langue, c'est pareil. La langue n'est que le reflet de cette culture-là. Donc, une fois qu'on voit ce qu'est le couple, donc c'est l'animal. Alors, je repose une autre question. Qui est le dieu de l'amour en Europe, par exemple? L'un des dieux, il y en a plusieurs, mais le plus célèbre, véhiculé notamment par le cinéma. Oui. Non, Dieu. Des dieux. Oui. Donc on a parlé de Eros, oui, il y a Eros chez les Grecs. Voilà, le plus célèbre actuellement c'est Cupidon. Mais c'est pas un dieu. Si? Le voici, notre dieu de l'amour. Alors, qui est Cupidon? Parce que Cupidon, c'est celui qui permet de mettre la laisse au cou de son compagnon. C'est lui qui forme les couples. Quand on ouvre, on peut ouvrir n'importe quel dictionnaire et vous cherchez Cupidon, vous allez avoir la description de ce personnage. Donc, Cupidon, c'est le dieu de l'amour. Chez les Romains, par exemple. C'est de Cupidon, je précise que viendra le mot cupide, ce genre de choses. Ça, c'est des détails. Cupidon, c'est donc un bébé. Ce qui caractérise ce bébé, c'est qu'il est un enfant. Et c'est marqué dans le texte, jeune enfant. Ce jeune enfant possède une arc, et très souvent, quand on lit les textes, il est représenté des yeux bandés. C'est un aveugle. Donc, que fait Cupidon? Je vous ai demandé de retenir l'une des définitions que j'ai données de couple. Cupidon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bébé. Que font les bébés? Il s'amuse. Tiens, il voit un homme et une femme dans la rue, il décroche sa flèche et vous tombez amoureux. Il forme le couple. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Dans l'étymologie du mot enfant, c'est quoi? C'est quoi un enfant? Quand on dit un enfant, c'est quoi? Le mot, il signifie quoi? Quand on ouvre des dictionnaires étymologiques,
l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, qui n'a pas droit à la parole. Comme la femme qui n'avait pas droit à la parole à l'époque. Donc l'enfant, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant immature, irresponsable. Donc c'est un bien meuble. Voilà pourquoi à l'époque, il appartenait au pater familias, comme la femme ou sa communauté d'esclaves. Donc on a donc quelqu'un qui est immature et qui décroche ses flèches au hasard comme ça, et puis vous vous mettez accidentellement en couple. Donc ça crée quoi? Ça crée des couples immatures. Des gens qui ne se connaissent pas, qui vont se mettre ensemble. Donc quand on te kidnappe, tu ne connais pas la personne, mais tu es obligé de vivre avec la personne. Mais est-ce que vous êtes fait pour vivre ensemble? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez les mêmes projets? Est-ce que Donc voilà le modèle de couple, justement, de Cupidon. Donc Cupidon crée des couples. Alors, une fois que vous vous mariez, vous donnez la dot, enfin la femme rapporte la dot, vous formez des couples grâce à Cupidon. Arrive l'un des stades ultimes. La famille. Souvenez-vous, moi j'ai marqué communauté parentale pour éviter les polémiques. Qu'est-ce qu'il y a une famille ici? N'hésitez pas. Que signifie le mot famille, justement? Que signifie le mot famille? Vous voyez que depuis le départ, tous les mots ont un sens, placés dans leur contexte culturel. Est-ce qu'il existe des familles en Afrique, par exemple? Qu'est-ce que la famille? Donc, il vous suffit d'ouvrir ce que je dis, je ne l'invente pas, hein, c'est pas Mona qui invente, c'est dans les dictionnaires, vous ouvrez des dictionnaires, vous trouverez ce que je dis plus approfondi même. Donc, d'après le Littré, la famille, le premier sens de famille, c'est chez les Romains toujours, vu qu'on va toujours dans l'étymologie latine. Le français a une étymologie latine. La famille, chez les Romains, c'est la réunion de serviteurs, d'esclaves appartenant à un seul individu ou attachés à un service public. C'est le sens primitif. Donc ce qu'on appelle famille, en fait, c'est l'ensemble des esclaves qui appartiennent à un maître. Donc qui vivent sous sa maison. À commencer par sa femme, ses enfants et le reste de ses esclaves. C'est ça la famille. Est-ce que nous on a des familles? Est-ce que ma femme ou mes enfants, ça fait partie de ma famille dans le sens originel du terme? Non. La deuxième définition, c'est toute personne, parent ou non, maître ou serviteur, qui vivent sous le même toit. Et c'est seulement après qu'ils vont fabriquer, pour masquer les choses, le troisième sens qui est personne partageant le même sang. Donc on voit que quand on parle de famille, ce sont des biens meubles qui appartiennent au pater familial, qui est le seul être humain dans l'histoire. Puisque les autres sont considérés comme des biens meubles, des choses. Donc la femme, les enfants, les esclaves, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la famille. Donc on voit que quand on a le sens véritable des mots, on ne peut pas se permettre de dire est-ce que chez les Mayas il y a une famille ou pas? On ne peut pas parler les couples chez les Mayas ou chez les Aztèques ou en Afrique. Est-ce qu'on a questionné ces cultures ou ces communautés pour savoir s'ils avaient ces réalités culturelles-là dans leur... s'ils avaient ces réalités culturelles chez eux? Alors, donc, pour revenir donc à la thématique du flyer, pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il fallait abolir le mariage chez nous pour pouvoir effectivement opérer cette histoire de reconstruction de notre communauté? C'est parce que le mariage, quand on vous kidnappe, qu'est-ce que ça crée dans le couple? Des frustrations. Vous avez une femme frustrée qui donnera naissance à des enfants frustrés, qui va donner naissance à une société frustrée. Rappelez-vous du schéma que j'ai projeté tout à l'heure. Donc, quand on s'inscrit dans le mariage, avec toutes ces réalités, la dot, le couple, etc., ça crée une société de frustrés, de dominés et de dominants. Et donc, au final, c'est ce qui conduit à quoi? Au divorce, à la lassitude. Ah, je vais faire un break. Ça donne naissance à quoi d'autre? À ce qu'on appelle le féminisme. C'est quoi le féminisme? C'est simplement la femme qui en a marre d'être kidnappée et qui veut dire, tiens, je suis un être humain, alors je milite pour ça. C'est ça le féminisme. Ça ne peut avoir lieu que dans une culture où le mariage a lieu.
pas dans d'autres cultures. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand on remet les choses dans leur contexte, on voit que ça devient clair et net. Donc, nous, quand nous demandons l'abolition du mariage chez nous, c'est pour dire que les réalités culturelles des autres, il faut les laisser chez les autres. Nous, on doit s'intéresser à nous. Parce que si on prend les réalités des autres, eh bien, on aura les conséquences qui vont avec. Donc, les violences de l'homme sur la femme, la mendicité. Donc maintenant, on se marie. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, en Afrique, depuis qu'il y a le mariage, qu'est-ce qu'on fait? Le mariage, ça devient business. Je vais marier ma fille ou mon fils parce que je sais qu'un tel, il a des milliards, donc il va m'acheter un costume, cravate ou une bière ou machin. Donc, voilà. Donc on reprend à partir des mots les réalités culturelles des autres. On forme des couples. C'est que le couple, ah tiens, tu pars où toi? Pourquoi tu sors à cette heure-ci? Alors que je t'ai mis ta laisse. Voilà. Donc c'est une union où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération de l'un par l'autre. Mon compagnon m'a attaché, voilà, je suis l'animal de compagnie de mon compagnon. Voilà. Donc quand on remet tout ça dans le contexte, on ne peut qu'aboutir à une affirmation simple et claire. Il faut abolir le mariage. Chez les autres, ils prendront la décision de le faire avec ceux qui ont créé. Mais chez nous, en tout cas, ces choses sont arrivées, notamment avec les périodes d'esclavage, enfin ce qu'on appelle l'esclavage et la colonisation. C'est arrivé pendant ce moment-là. Donc ça a été ramené par les prêtres, ça a été ramené avec l'état civil pendant l'occupation de notre pays, etc. etc. C'est là que c'est entré chez nous. Alors, une fois qu'on dit ça, il faut maintenant se demander qu'est-ce qui se passait chez nous. Est-ce qu'on avait le rap? Vu que très souvent on dit hey, mariage traditionnel, je vais faire mon mariage traditionnel. Donc je vais faire mon kidnapping de la femme traditionnelle. Est-ce que ça a du sens? Chez nous, on parle... Alors, avant de parler de chez nous, il faut déjà parler du modèle d'union chez nous. Je ne vais même plus utiliser le mot couple, sinon on va me dire ah, attends, non, c'est pas couple, c'est... Comment on appelle le fait d'être à deux chez nous? Si je m'en tiens aux travaux de Nsaku Kimebe Sembele, qui a étudié la culture Congo, qui est un Congo, qui a étudié sa culture, il nous dit que pour dire union de deux personnes, on emploie le mot ziku. Ziku. Mais en fait, ziku, ça va plus loin que ça, parce que ça ne désigne pas que l'homme et la femme unis. Ça comprend également leur enfant. Voilà pourquoi on a des représentations comme celle-ci. Alors, je sais pas si je pourrais retrouver ça. Voilà. Vous allez voir que chez nous, la plupart des représentations, il y a toujours papa, maman, et même quand je dis papa, maman, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces mots, pardonnez-moi. Donc, il y a toujours l'homme, la femme et l'enfant. C'est jamais, très rarement, on va voir que l'homme et la femme. Donc, chez nous, on considère ce qu'on pourrait appeler cette trinité-là. On retrouve la même chose ici, ça c'est dans l'Égypte antique. Toujours l'homme, la femme, l'homme, les enfants avec. Donc c'est ça le ziku. Alors qu'est-ce qui caractérise ce modèle d'union-là? Il y a trois principes, trois lois qui caractérisent ce modèle d'union. La première loi, c'est la loi de ce qu'on appelle l'affect. La seconde loi, c'est la loi si moi-même aussi je suis un autre, d'après les trois axes affect, percept et concept. C'est ça le principe de ce qu'on appelle couramment l'Ubuntu. C'est-à-dire que je me reconnais en toi. Moi, l'homme, je considère mon épouse. Toi, mon épouse, tu me considères. Du point de vue de l'affect, du point de vue du concept et du point de vue du percept. Alors, c'est quoi l'affect? L'affect, je crois qu'on a compris l'affection et autres. Ça signifie que je dois avoir des sentiments authentiques et clairs pour mon semblable. C'est pas comme Cupid, donc tu décroches une flèche à n'importe qui et puis on se retrouve ensemble et après le matin quand on se réveille, on a des sueurs froides. Là, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps de s'aimer, on prend le temps d'apprendre à vivre ensemble. C'est ça l'affect. Donc, c'est quelque chose de réciproque. Ensuite, il y a le percept. C'est quoi le percept? Le percept, ça peut être décrit comme la vision que vous partagez dans le couple. Si dans le couple, vous n'avez pas la même vision des choses, si dans les couples, vous n'avez pas les mêmes projets, les mêmes ambitions, etc., ça ne marchera jamais. J'ai utilisé à dessein le mot couple pour qu'on se comprenne. Donc, le percept, c'est pour dire que on ne se met pas ensemble pour le plaisir de se mettre ensemble.
On se met ensemble parce que nous avons des valeurs communes qui permettent de nous lier. Parce que si vous n'avez pas des valeurs communes, imaginons que moi, voilà, moi, ma culture me demande de manger du porc et toi, ta culture t'interdit de manger du porc. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Pas du tout. Ça, j'ai donné un exemple banal comme ça. On retrouve ce même problème avec les enfants. Bon, papa veut que l'enfant soit éduqué comme ça, maman veut que l'enfant soit éduqué comme ça. Après, ça crée des tensions et ça aboutit au divorce. Pourquoi? Parce que dès le départ, les deux n'ont pas le même percept. Et la troisième loi, justement, c'est la loi du concept, ce qu'on appelle le concept. Donc ici, le concept, c'est pour dire que chacun dans le couple est un être humain à part entière. C'est un créateur. Donc, justement, le concept vous fait comprendre pourquoi. Dans notre culture, il n'y a pas de dot. Parce que c'est quoi la dot? La dot, c'est ce qui permet à l'homme de prendre en charge la femme. C'est ce que la femme apporte pour être prise en charge. Alors que nous, notre culture nous dit que tant l'homme et la femme doivent travailler, doivent produire. Voilà pourquoi, vous voyez, si on retourne au pays, vous voyez que nos grands-parents, par exemple, vont l'un va au champ, l'autre à la chasse. Chacun participe à apporter la richesse dans la communauté de vie. Donc, il n'y en a pas un qui va tirer le drap de l'autre. Ah, tiens, ton compte en banque, on dirait qu'il est bien fourni, tu m'intéresses. Donc, c'est ça le concept. Donc, à cela, on peut donc répondre à la question, pourquoi on s'unit? Pourquoi on se met en zikou? Donc, j'ai apporté la réponse. On se met en zikou pour s'aimer, pour avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes valeurs, et pour être ensemble créateurs. Donc, voilà, il n'y en a pas un qui crée, qui va au travail, et puis l'autre reste à la maison en train de cirer, je sais pas moi, les verres, ou je sais pas comment. Alors, une fois que vous savez tout ça, vous comprenez que ces trois lois sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, moi je veux choisir la fête ou le percept. Non, c'est trois lois qu'il faut associer. Donc, il ne suffit pas, par exemple, chez nous de dire, ah oui, bébé, je t'aime, moi non plus. Non, c'est bébé, je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais, bébé, regarde mes valeurs, est-ce que tu les partages? Oui, non. Bébé, moi, il faut que je crée. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Donc, ce sont ces trois lois-là qu'il faut associer. Donc, une fois que vous avez ça, les modèles de Zikou, justement, il y en a énormément dans notre culture. Il vous suffit de vous intéresser à ce qu'on appelle les héros fondateurs ou héros civilisationnels, etc., etc. Si on remonte à l'Égypte antique, vous avez un modèle de Zikou qui est par exemple ce qu'on appelle en grec Osiris et Isis. Qu'est-ce qui caractérise justement ce Zikou-là? L'affect. Il s'aimait. Voilà pourquoi la femme, une fois que le mari était décapité et autres, elle a tout fait pour reconstituer son mari, pour retrouver son mari, etc., etc. Donc, il s'aimait profondément. Le percept, les deux avaient la même vision des choses, la même culture, les mêmes valeurs. Concept, on dit que c'est eux qui ont inventé l'agriculture, la médecine, etc. Donc, c'était des créateurs. Donc, c'est pas simplement un modèle pour dire, bon voilà, on est en couple à la maison et puis bon, on regarde des films et ça, non. On se met en couple, ensemble, pardon pour couple, on se met ensemble pour quelque chose de précis. Et on voit ça dans toute... il vous suffit de faire le tour de nos héros fondateurs, de nos héros civilisationnels. Si vous partez du côté des Haka, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement les pygmées et autres, chez eux, quand on lit leur cosmogonie, ils disent que le premier homme s'appelle Tolé et la première femme s'appelle Bolo Banzo. Qu'est-ce qui les caractérise? Les deux s'aimaient. Les deux étaient créateurs, ils avaient la même vision des choses. Et les deux, c'était des créateurs. Ce sont ceux-là qui ont apporté les moyens à l'humanité de prospérer. Donc, quand vous faites le tour de nos mythes fondateurs, ce qu'on appelle les mythes fondateurs, vous retrouvez forcément, nécessairement, ces trois paramètres-là. Affect, percept et concept. On peut donner plusieurs autres exemples, mais voilà. Alors, une fois que vous comprenez ce qu'est le Zikou, donc, ce modèle d'union qui vous fait aimer, voir les mêmes choses et concevoir, vous comprenez ce qu'on appelle maintenant le Makuela chez nous. Donc, des fois on dit que Makuela c'est le mariage traditionnel. Non, c'est pas le kidnapping traditionnel. Parce que le Makuela c'est quoi? Vous vous êtes déjà mis en Zikou. Donc, vous vous rencontrez, vous discutez, vous échangez, on va voir la suite comment ça se passe. Vous êtes d'accord pour mener une vie à deux.
Alors la prochaine étape c'est quoi? Comme chez nous, le principe dit qu'il n'y a pas d'individu humain isolé. On ne peut pas dire, bon voilà, on s'est choisi et puis bon, on néglige la famille. Non, chez nous la famille compte parce qu'on vit dans un système de solidarité. Donc, c'est maintenant ce système de solidarité qu'il faut étendre. C'est ce qu'on appelle le makwela. C'est quoi le makwela? On peut le définir comme l'alliance de deux familles autour de deux individus qui ont choisi de vivre à deux. C'est ça le makwela. Donc, quand on parle de makwela, c'est pas quelque chose d'anodin, non. C'est pas simplement dire faut ramener la dot ou ça n'a rien à voir. Donc, le makwela, c'est le cadre en fait qui permet aux époux des garanties de sécurité, de prospérité, etc., etc. Parce que vous pouvez vous aimer, vous pouvez avoir les mêmes valeurs, vous pouvez avoir des projets et vouloir les réaliser, mais si vous n'êtes pas dans un cadre qui vous donne les moyens de vos ambitions, eh bien ça n'ira pas. Voilà pourquoi dans la pyramide de tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait s'occuper de l'individu, ensuite de l'union à deux, ensuite des communautés parentales et après le reste. Et c'est le reste qui va maintenant prendre soin de tout le monde. Donc ça, si ce schéma on ne le respecte pas, eh bien ça ne vaut pas la peine. Donc ce qu'on appelle Kwela du point de vue étymologique, vu qu'on a fait l'étymologie du mariage, donc l'idée qu'il y a derrière le concept de Makwela, c'est quoi? En fait, imaginez que vous construisez une maison, on est là dans la salle, il a fallu construire cette salle. Avant qu'elle ne soit une salle, il a fallu apporter plusieurs éléments pour bâtir cette salle. Donc il y a des briques, il y a voilà, des rideaux, il y a des lampes, etc. etc. Donc Makwela en fait, c'est l'assemblage de plusieurs éléments qui ne vont former qu'une seule entité. En Égypte pharaonique, par exemple, on va parler du Sematawi du point de vue politique, c'est-à-dire unir plusieurs données. Donc c'est ça le Makwela, parce que la façon de penser de telle famille n'est pas forcément la même façon de penser de telle autre famille. Alors comment faire l'union? Voilà pourquoi pendant les Makwela, vous aurez ce qu'on appelle les Nzonzi, ou on les appelle souvent les avocats traditionnels, comme on dit habituellement. Donc ce sont des gens qui connaissent les valeurs de chaque famille, de chaque culture, et donc maintenant pour permettre que l'unité s'établisse, l'alliance se fasse, ça va être un processus de négociation. Bon voilà, moi je fais ceci, est-ce que ça te correspond? Ah oui, mais bon, est-ce que tu ne peux pas plutôt faire cela? Etc., etc., jusqu'à ce qu'on s'arrange pour former cette alliance et pour ne former plus qu'une seule entité, donc la fameuse communauté parentale. Donc le Makwela, ce n'est pas un acte de kidnapping, c'est un acte de négociation entre deux familles pour l'unité, l'union de deux individus qui se sont librement choisis. Donc il n'y a pas de rap, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de ce genre de choses. Alors, si vous vous référez par exemple aux travaux de... Je parlais tout à l'heure de Sakou Kimbembe, il parle du Makwela, dans ses travaux il parle du Makwela. Donc dans l'une des définitions, il y a deux choses qui apparaissent dans la fonctionnalité du Makwela. La première chose qu'il dit, c'est que le Makwela rend les deux individus qui se sont mis ensemble font des divinités. Donc une fois que vous vous mettez ensemble, vous devenez divin. Ça c'est la première idée. La deuxième idée qu'il y a derrière, alors, donc, bon, je vais expliquer déjà cette première idée. C'est quoi être divin? C'est pas être Dieu, enfin, dans le sens biblique comme on l'entend. Ce qui caractérise ce qu'on appelle habituellement Dieu, c'est quoi? C'est un créateur. J'ai parlé tout à l'heure de concept. Donc, être concepteur, c'est créer. Et la première chose qu'on crée, notamment quand on se met ensemble, c'est donner vie aux enfants. Voilà pourquoi le zikou, ben c'est toujours papa, maman et les enfants, comme j'ai projeté tout à l'heure. Donc, on voit que tout a un sens quand ça rentre dans son contexte culturel donné. Donc, c'est ça être divin. Être divin, c'est déjà donner vie. Donc, on se met ensemble pour donner vie. C'est pas simplement pour dire bon, on s'aime et puis on reste ensemble et puis voilà. Non. Il y a un objectif derrière. C'est soit on se met ensemble, soit on ne se met pas ensemble. Mais quand on se met ensemble, on sait que c'est pour faire quelque chose. Donc, il y a déjà les enfants, mais il y a aussi ensuite la créativité. Quand vous regardez en Égypte, par exemple, si on prend le couple Akhenaton et Nefertiti, on voit qu'ils ont créé. Quand on parle de la cité d'Akhenaton, par exemple, ils ont bâti à deux. Donc, c'est ça c'est ce que nous donne le Makwela comme capacité, comme pouvoir. Donc il nous rend divins. Alors qu'en dehors de ça, on n'est pas divin puisqu'on n'est pas épaulé. On n'a pas ces moyens-là de devenir divin. Donc il y a ce premier paramètre. Et le deuxième paramètre,
c'est de créer une synergie au niveau justement de ce qu'on appelle en Kikongo les kanda, donc les fameuses communautés parentales. Et une fois que les parents se mettent d'accord pour créer cette alliance, et bien cette alliance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous donne les moyens de votre épanouissement. Parce qu'à plusieurs, comme on dit, l'union fait la force. Donc, si moi, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, eh bien je sais que si je vais frapper à la porte d'un tel qui fait partie de cette communauté, j'aurai les moyens d'avoir ce que je veux. Donc c'est ça, c'est de créer en fait ce qu'on appelle le réseau. Quel est ton réseau? Comment tu vas faire pour vivre dans la... Tu peux avoir des projets, mais si tu n'as personne pour t'aider, pour t'épauler et autres, comment tu vas faire? Voilà ce qu'on appelle le makwe. Donc quand ça c'est acquis, eh bien la communauté parentale joue son rôle de responsabilité d'accompagner ceux qui ont décidé de se mettre ensemble. Donc, on ne va pas s'étaler, on pourra en discuter pendant la période des questions. Alors, on parlait tout à l'heure de Cupidon, qui était un enfant, donc quelqu'un d'inconscient, d'immature et autres, et qui fait n'importe quoi en mettant des laisses aux gens. Donc là, on a vu que c'était une culture de l'immaturité, puisqu'on peut décider de se mettre ensemble, sans savoir pourquoi on est ensemble. Ah ouais, tiens, elle est bonne. Ouais, elle me plaît, bon, tiens, on se met ensemble. Ouais, tiens, il a des tablettes de chocolat, oui, c'est bon. Donc ça, c'est... on fait les choses dans la précipitation. Et ça aboutit à quoi? Ben, c'est ce qui aboutit au final, voilà, les breaks, les divorces, machin, machin et autres. Parce que c'est pas préparé, ce n'est pas réfléchi. Alors que quand on va maintenant dans notre contexte culturel, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que avant de former un zikou, il y a toute une étape à suivre. À commencer par, je ne sais pas si on a qui connaissent par exemple ce qu'on appelle chez les Villers le Chikumbi. C'est pour les filles. Et chez les garçons, on parle de Kikimba. Donc il y a les citations dans le livre, je ne vais pas m'éterniser, vous pourrez voir toutes les citations dans les ouvrages. Le Chikumbi par exemple, c'est quand une fille, par exemple, enfin, à partir bien avant même, ça commence bien avant, mais bon, plus à partir du moment de la puberté, elle va suivre ce qu'on appelle habituellement l'initiation. Donc, on la forme à vivre à deux. On la forme à gérer et son foyer et la société. On la forme à devenir femme. Donc, on lui donne les règles pour savoir gérer les choses. Parce que dans la vie à deux, il y a toujours des problèmes. Alors, quand il y a un problème qui arrive, comment le gérer? Donc, dans ces cercles-là, on apprend à l'être humain à devenir responsable, mature, autonome. Et le version masculin du Chikumbi, c'est le Kikimba. Donc, c'est la même chose pour les hommes. À partir de la puberté, ben, on lui donne les clés pour savoir vivre en communauté. Donc, ça, j'en passe, on pourra en discuter après. Alors, une fois que vous faites ça, vous êtes formé. Donc, la vie à deux est une formation. On vous forme à vivre de même l'histoire de l'éducation sexuelle, ça se donne également à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, bon, quand on va à l'église par exemple, on nous dit oui, la chasteté, c'est pas quand tu vas aller voir l'autre que tu vas commencer à devoir, comment on fait? On apprend, on t'apprend à connaître ton corps, on t'apprend à connaître le corps de l'autre. On vous apprend toutes les techniques pour, etc., pour vivre épanoui, etc. Ça s'apprend, c'est une formation à part entière. Voilà pourquoi vous voyez que nos parents, grands-parents, on s'étonne toujours. Ah, mais vous êtes vieux là, vous êtes toujours à deux, comment vous faites là? C'est bizarre. Alors que nous là, on ne fait même pas 2 années et c'est fini. C'est parce qu'il y a toute cette formation préalable qui a précédé. Donc, une fois qu'on vous forme, arrive maintenant le moment de constituer le zikou. Alors là, il faut rechercher le partenaire. Mais le partenaire, c'est le bon partenaire. Donc voilà pourquoi intervient ce qu'on appelle, on éveille par exemple les bangas. On le retrouve partout dans notre culture. C'est quoi les bangas? Les bangas, c'est le moment où les jeunes filles et les jeunes garçons se retrouvent et ça devient comme, comment on appelle ça? Speed dating. Voilà, un speed dating. C'est un casting. Tu dois convaincre l'autre et tu dois montrer à l'autre que vous êtes fait pour vivre à deux. Donc c'est à partir de ce moment, c'est toute une étape. Moi je me souviens très souvent, quand on était encore au pays, on se plaignait souvent, ah mais les filles là, je drague là, ça marche pas là, c'est trop lent là, comment ça se passe? Finalement je me suis dit non, ça vient peut-être de cette culture-là. On ne fait pas les choses dans la précipitation. On doit apprendre à s'étudier, à se connaître, on doit échanger, on doit débattre. Bon, c'est quoi tes projets?
Quel est ton mode de vie? Est-ce que Ça, c'est ce que l'on fait pendant ce qu'on appelle les bangas. Et une fois de plus, on a souvent l'habitude de dire oui, en Afrique, il y a le mariage forcé, machin, ou les mariages arrangés. C'est absolument hyper archi faux. Puisque je parle des bangas, dans le banga, on se choisit librement. Voilà pourquoi vous avez des citations, je peux vous en donner plein, dans les livres vous les retrouvez. Si je donne par exemple d'un auteur, Emmanuel Vangu Vangu, lui, la pertinence de cet auteur, c'est qu'il est chef, ce qu'on appelle les chefs coutumiers. Donc il sait de quoi il parle. Il dit par exemple qu'en cas de mariage, l'avis ou le consentement de l'individu entre largement en ligne de compte. La communauté ne peut en aucun cas se substituer à l'individu. Selon les Bantous, l'être est une force. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Donc chacun se choisit librement, il n'y a pas de mariage forcé, arrangé ou je ne sais pas quoi. Là où ça existe, ce sont des cas d'agression culturelle. Alors, donc c'est pendant les bangas que vous vous choisissez, et une fois que vous vous choisissez, ben, c'est là où intervient maintenant l'étape de ce qu'on appelle le makwela, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, on décide de se mettre ensemble, maintenant il faut faire intervenir les deux familles. Donc c'est là où on va aller voir, voilà, papa, maman, pour moi c'est lui, moi c'est elle. Et là maintenant on initie l'étape qu'on appelle le makwela. Donc voilà grosso modo comment ça se passe de façon schématique. Il y a énormément de choses à dire, mais voilà, il faut aller droit au but. Voilà grosso modo comment ça se passe chez nous. Donc on voit que chez nous, il n'y a ni mariage, il n'y a ni dot, il n'y a ni couple, il n'y a ni cupidon, il n'y a ni famille. Il y a toute autre chose que je viens d'expliquer et qui n'a rien à voir, parce que ça rentre dans un cadre culturel donné. Tandis que le makwela, c'est un autre cadre culturel donné, dans une autre façon de faire, comme j'ai dit dans l'introduction. Le mariage, c'est une façon de faire, le makwela, c'est une autre façon de faire, bien que la finalité, c'est d'unir des individus, etc., etc. Mais les façons de faire divergent absolument. Alors, donc, quand on comprend toutes ces réalités-là, on comprend mieux maintenant le titre de la conférence qui a fait polémique. Il faut abolir le mariage chez nous. Pourquoi l'abolir? Ben, pour revenir à ce qui nous est intrinsèque. Voilà pourquoi nous, ben, dans notre centre Keperu Nakemeta, ce que nous avons proposé comme concept, c'était celui du Wisana. Alors, Wisana, c'est quoi? Il y a un ouvrage qui arrive, il n'est pas encore paru, mais je peux en parler. C'est une proposition que nous faisons pour la reconstruction, justement, de notre façon de se mettre à deux, etc., de nos communautés parentales. Alors, Wisana, c'est quoi? Wisana, c'est un mot kikongo qui signifie l'entente. Hein, voilà. Donc, il faut s'entendre parce que pour pouvoir former une union ou une alliance, pardon, il faut parvenir à s'entendre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce concept-là. Alors, le Wisana, lui, il contient essentiellement 3 grands points. Donc, on dit que pour parvenir au Wisana, il faut un modèle. Quel est notre modèle de Zigo? Justement, on a parlé d'Osiris et machin, entre autres, etc., etc. Quel est notre modèle? Donc, on ne se met pas ensemble comme ça à l'aveuglette. On doit savoir, avant que les jeunes fassent les choses, ils doivent savoir, ah tiens, voici notre modèle, notre façon de faire. Donc, il faut un modèle. Il faut parvenir à réunir ensuite les communautés parentales de part et d'autre. Donc, il n'y a pas de mariage individualiste chez nous. Voilà, on peut décider d'aller à la mairie. On fait les choses et puis on se moque pas mal de papa, maman, etc. Vu que chez nous, c'est la solidarité et la vie des parents entrent en ligne de compte. Vu qu'il s'agit d'une alliance et l'alliance, ça se négocie. On se met d'accord sur quelque chose. Donc, il faut le modèle, il faut ces deux communautés de part et d'autre, donc, et il faut des projets. Donc, le modèle ici, les projets, justement, Foulélé en parle dans son ouvrage là. Donc, Nzélé, le 5e projet. Solution pour l'épanouissement en couple. Donc là, l'idée c'est quoi? Il y a essentiellement 5 projets. Le premier projet, l'estime de soi, qui est un projet de connaissance. Tu dois te connaître, tu dois connaître l'autre. Le deuxième projet, c'est un projet de dialogue, le souci de soi. Vous devez dialoguer dans le couple, sinon... Enfin, vous devez dialoguer en union, pas dans le couple, pardon. Donc vous devez dialoguer, sinon ça ne marche pas. Et le dialogue, c'est quelque chose de permanent. Il y a le troisième projet, c'est la créativité. Troisième, quatrième et 5 projets, vous devez apporter votre créativité. La créativité, c'est déjà dans la maison, c'est dans la société dans laquelle vous vivez et c'est laisser des traces pour l'humanité. Le 5e projet.
Donc, comme j'ai dit, on ne se met pas à deux pour le plaisir de se mettre à deux, on doit le faire en tenant compte de tous ces paramètres-là. Et voilà comment on ne s'étonne plus de voir par exemple des représentations comme celle-ci. Je ne sais pas si je peux la... Parce que chez nous, on dit que le salut n'est pas individuel, il est collectif. Voilà. Donc, si tu tombes, je tombe. Si tu réussis, je réussis. Ici, par exemple, c'est une illustration qu'on retrouve dans une tombe dans l'Égypte antique. Et ces histoires, vous en retrouvez énormément pour ceux qui vont en Afrique. Vous avez ce couple-là, après la mort. Donc même après la mort, ils sont toujours à deux. Même après la mort, il y a la fête. Ils s'aiment toujours. Il y a le percept. Ils ont la même vision du monde puisqu'ils sont dans le même univers. Et surtout, il y a le concept, vu qu'ils continuent à travailler, donc à faire ce qu'ils faisaient sur Terre, avant de mourir. Voilà pourquoi nos grands-parents, ils meurent ensemble, et puis voilà, on s'étonne, ah tiens, mais comment vous faisiez? Si vous ne suivez pas des lois bien établies, des formations, etc., et bien les choses ne tombent pas du ciel. L'être humain, on dit, c'est un être enseigné. Donc il faut l'éduquer, il faut lui apprendre des choses pour qu'il sache les faire. Donc s'il ne sait pas les faire, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des divorces, qu'on ait des familles éclatées, qu'on ait. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur la thématique du mariage et du makola. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi la conférence. Avant de passer à la séance des questions, donc on peut vous faire passer un panier parce que comme pour ceux qui viennent souvent dans les conférences, vous savez qu'on continue de vous proposer des conférences gratuites, mais c'est vrai que ça implique aussi réciproquement qu'on investisse et qu'on s'enseigne par exemple sur des livres et aussi de la nourriture qui vous est proposée. Donc dans ce panier, etc., ça nous aide à pouvoir continuer de vous fournir ces conférences riches et gratuites. Merci. Alors, on va faire une petite pause d'un quart d'heure. Vous pouvez poser vos questions. Désolé. Et pendant la pause, vous pouvez en profiter pour vous restaurer si jamais. Et il y a On échange des signatures et autres. C'est le même principe qu'il faut avoir. Simplement, autre précision. L'autre précision, c'est que chez nous, il n'y a pas que l'homme qui apporte. Vu qu'on dit que c'est l'alliance de deux familles, entre guillemets. C'est l'alliance de deux candas. Donc il y a l'homme qui apporte, mais la femme en retour également apporte. Parce que la femme accueille l'homme. Quand vous allez chez quelqu'un, vous rappelez des cadeaux. C'est ce qu'apporte l'homme. Et quand vous recevez quelqu'un, vous le mettez à l'aise. Donc il y a le donner et le recevoir. L'homme apporte et la femme également apporte. Et il y a des termes qui consacrent ça. Vous pourrez vérifier. Chacun peut vérifier dans sa culture. Mais quand on cherche par exemple dans la langue, le lari, vous avez deux expressions pour clairement définir qui fait cette distinction. Donc ce qu'apporte l'homme, ça s'appelle le longo. Donc longo, c'est le mot pour dire alliance. Donc c'est ce qu'il apporte pour former cette alliance. Et ce que apporte la femme, c'est ce qu'on appelle le senva bakweji. Donc ce que je donne en retour de ce que j'ai reçu. Donc on voit que là, il n'y a pas de dot. On ne donne rien pour prendre en charge ni l'homme, ni la femme, etc. Donc ce n'est pas la dot. Voilà pourquoi je disais que les mots sont très importants parce que le mot véhicule la réalité culturelle d'un peuple donné. Donc si on utilise le mot d'une langue donnée, ça signifie qu'on prend la réalité culturelle de ce peuple et on l'applique à un autre peuple. Donc on voit que même dans la description que je viens de vous donner, il n'y a même pas la logique de la dot derrière. C'est-à-dire qu'on ne donne pas
un bien pour prendre en charge ni l'homme ni la femme. C'est des choses qui vont aux familles pour sceller l'alliance. Et aujourd'hui, justement, le dernier point, c'est de dire que ce que l'on entend aujourd'hui, il faut faire très attention, c'est une perversion de ce que faisaient nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit pendant la conférence, les gens sont dans la logique du mariage où on en profite justement pour déplumer le mari. Voilà pourquoi on peut vous demander 1 million pour vous marier, etc. etc. Ça, ce n'est pas dans notre culture. Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Et voilà pourquoi dans l'introduction, j'ai dit qu'on ne peut pas faire de reconstruction si on n'étudie pas avant tout les traumatismes que nous avons subis. Parce que très souvent, on prend l'Africain aujourd'hui tel qu'il est et on dit, oui, voilà comment l'Africain se comporte. On parlait tout à l'heure pendant la pause avec une dame de la question de l'excision. Aujourd'hui, si vous parlez de l'excision à qui que ce soit, il va vous dire c'est la culture africaine. Alors que quand on creuse, on se rend compte que ce sont les étrangers arabes et européens qui ont ramené ça en Afrique et ça s'est perpétué en tant que traumatisme dans notre culture. Donc il y a énormément de choses, il faut faire le ménage avant de dire que c'est l'Afrique, que c'est pas l'Afrique. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, parce que dans le sens que le mot dot, vous l'avez très bien expliqué, son origine est héros. Le mot dot, vous l'avez très bien expliqué, son origine est héros. Sauf que moi, dans, je vais dire entre guillemets, les cérémonies de mariage que j'ai vécues, que ma famille fait et qu'on est en train de préparer de faire, on a par exemple les 3 aspects, les oncles qui se rejoignent, être sûr qu'ils s'aiment, qu'ils ont le même sens et autres, tout ça là, mais à travers cette cérémonie, entre guillemets, on emploie le mot dot. Oui, mais il parle en français. Comment on dit dot dans nos langues? C'est ça la question que vous vous posez. Là, il le dit en français parce que, comme j'ai dit, on a été colonisé par la France, par exemple. Donc, on prend les réalités des autres, on le dit en français, mais logiquement, votre oncle devrait parler dans sa langue. Comment il dit dot dans sa langue? Là, je vous ai donné les mots de ces processus, c'est né à Bakoji et le Longo. Mais Longo, ça signifie, on peut le traduire en français par l'alliance. Et vous voyez, si vous écrivez Longo par exemple, pour ceux qui ont lu les travaux de Nsaku et qui connaissent un petit peu l'écriture mangombe, quand vous écrivez Longo, quand vous inversez ça, ça vous donne quoi? Ngolo. Donc là, vous avez union, Longo c'est l'union, et Ngolo, en Kikongo, c'est la force. Donc à travers le Longo, on crée la solidarité, la force entre 2 communautés. Je ne sais pas si... Bonsoir et merci pour la conférence. Et je pense que cette fois-ci on est à peu près d'accord. Cette fois-ci je pense qu'on est à peu près d'accord. Et en ce qui concerne le kidnapping par exemple, c'est quelque chose qui existe chez moi, dans ma culture Peul. Mais c'est les 2 personnes s'aiment et la famille n'est pas d'accord. C'est-à-dire que la famille n'arrive pas à trouver des points d'accord pour le mariage. Du coup, les 2 décident, l'homme décide de kidnapper la fille et comme ça, les familles sont obligées de consentir au mariage. Et ensuite, les mariages forcés. Et je pense que les mariages forcés, ça existe quand même maintenant beaucoup en Afrique. Vous me direz que c'est à cause des choses qui sont étrangères à l'Afrique, qui sont venues, qui ont fait qu'il y a des... Et j'aimerais bien savoir votre point de vue là-dessus et puis surtout les solutions qu'on peut apporter à tout ça. Et le féminisme. Oui. Je pense que vous savez que je suis féministe et du coup, je pense que vu qu'on a quand même été influencé beaucoup par comme vous dites, par l'islam, par la culture occidentale et tout ça, il y a quand même des problèmes que peut résoudre le féminisme en Afrique. J'aimerais bien votre point là-dessus. Et puis, surtout la polygamie, vous en pensez quoi? Et comment, c'est quoi les origines de la polygamie en Afrique? Merci. Alors, une question. Sur le kidnapping chez les Peuls, comme j'ai dit, comment ça se passe chez nous, on voit que ce n'est pas compatible à ce qui se passe chez nous. Parce que là, j'ai parlé
du cas du Congo, chacun peut faire le tour dans sa culture, dans ses langues, pour retrouver exactement les mêmes réalités. Alors, les cas de kidnapping dont on parle chez les Peuls, eh bien ça arrive dans les cas où il y a une influence quelque part. Là, on voit que ça ne se marche pas, donc c'est même pas suivre cette cérémonie-là dont j'ai décrit. Donc, il y a une influence quelque part. Laquelle, ben là, il faut l'étudier. Donc, si l'autre kidnappe, ben déjà, on voit qu'il n'y a pas de kidnapping dans le sens de mariage. Pourquoi? Parce que vous venez de me dire les deux scènes. Et donc, ils se sont choisis. Là, le problème, c'est au niveau des familles. Alors que le kidnapping, tel que décrit là, eh ben, c'est un kidnapping concret. Je vous rencontre dans la rue, je vous mets dans ma voiture et puis c'est fini. Donc on voit déjà qu'on ne peut même pas appeler ça kidnapping, il faut trouver autre chose. Donc il y a déjà ça. Ben, pour le cas du mariage forcé, eh ben, j'en parle entre autres dans cet ouvrage. Ce sont des apports étrangers. Comme j'ai dit au départ, je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez reçu le grand frère José de Nascimento ici, qui vous a parlé de la méthodologie. Et comme j'ai répété en répondant à la première question, il y a énormément de choses que l'on fait aujourd'hui qu'on croit être d'origine africaine, alors que ce sont des stigmates d'un processus de violence qu'on a subi depuis plus de 2500 ans. Parce que très souvent, on néglige cette somme de violence depuis l'Égypte. Ça fait, voilà, l'Égypte était détruite. Si on compte à partir de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 2500 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ces violences continuent. Donc très souvent, on sous-estime l'impact psychologique de ces violences-là sur nos communautés. Donc il y a des communautés qui ont ces traumatismes, et ces traumatismes sont devenus une réalité dans leur quotidien, sans pour autant que ce soit des réalités de chez nous. Donc les traumatismes ont balayé ce que nous faisions, et ça a pris la place. Donc le cas de l'excision dont j'ai parlé par exemple, il y a plusieurs autres cas. Donc le mariage forcé ben, ne fait pas partie de nos affaires, puisque comme j'ai dit, j'ai par exemple cité les sources que j'ai citées qui sont dans ces livres. On voit que partout, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à aujourd'hui, enfin, dans ceux qui sont restés culturellement authentiques, la femme doit consentir à son mariage. Elle est libre de dire oui ou non. C'est pas papa ou maman qui va dire bah, tiens, je te trouve un mari dehors et tu es obligé. Donc ça, ce sont clairement des apports étrangers. Donc le troisième point, c'était celui sur le féminisme. Alors, est-ce que le féminisme peut être une solution pour nous? Alors, moi j'ai pour habitude, c'est une méthode de travail, de remettre les choses dans leur contexte culturel. Le féminisme est né dans un contexte culturel bien précis, bien particulier, dans lequel l'homme, justement, le conquérant, le mâle, le maris, maritus, etc., domine la femme à tout point de vue. Donc la femme a développé des frustrations, et c'est ce qui a donné du point de vue historique, si vous lisez un petit peu ce qu'on appelle les Amazones, ce sont des femmes à l'époque qui se coupaient les seins pour tirer à l'arc et pour ressembler à l'homme. Et c'est ce qu'on retrouve, si vous faites des équivalences, les femmes aujourd'hui qui veulent prendre le pouvoir, ou même les origines, le début du féminisme aux États-Unis, c'est quoi? C'est la femme qui voulait filmer comme l'homme. Non, mais la femme n'est pas l'homme. C'est ça le problème. Donc le féminisme est né, bref, ça ce sont des débats, mais le féminisme est né dans un contexte culturel de violence de l'homme sur la femme. Alors, si vous dites que vous allez faire du féminisme en Afrique, il faut remettre ça aussi dans le contexte culturel de chez nous. Est-ce que chez nous, la femme subissait des violences? Si on dit qu'elle ne subissait pas des violences, il faut donc retrouver le coupable qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homme africain devienne violent. On le subit, les femmes le subissent aujourd'hui quand même. Eh oui, mais à cause de quoi? C'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas régler les conséquences, il faut régler la cause. Quelle est la cause de cela? Pourquoi aujourd'hui, moi aujourd'hui je marche correctement sur mes deux pieds, je vais dans la rue, il y a une voiture qui me fauche, je perds ma jambe, et vous dites oui, bon, la voiture n'est plus là, remarchez sur vos deux pieds. Donc si vous ne trouvez pas la cause de mon handicap, on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc le problème de l'afroféminisme, non pas du féminisme, mais de l'afroféminisme, parce que les féministes sont dans leurs droits. C'est compatible à leur trajectoire culturelle et historique. Elles se battent pour changer leurs valeurs, leur mode de vie, leur culture et autres. Mais nous, on se bat pour quoi? Vu que dans notre culture, la femme, elle est même déifiée. C'est elle la première, la source. En Congo, on dit Mahama. Donc c'est un terme de valeur, de grandeur, c'est celle qui crée. Donc si vous venez me dire à moi, qui suis dans ma culture, ah ben tiens, je suis féministe, ben, je vais les mêmes droits que toi, je vais te regarder et dire, ah oui, oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que je sais que tu as plus de pouvoir que moi, donc si tu renonces à tes pouvoirs pour être comme moi, l'homme qui suis inférieur, entre guillemets, eh ben, je vais dire oui.
Ah ben, qui est bête pour refuser le pouvoir ou pour refuser, je sais pas moi. Donc le problème de l'afroféminisme, non pas du féminisme, mais de l'afroféminisme, c'est celui-là. C'est que les femmes africaines croient que les réalités sont universelles. C'est le féminisme africain en fait, c'est pas l'afroféminisme. Si, c'est l'afroféminisme. Parce que le féminisme n'a pas été créé par des femmes africaines. C'est essentiellement européen. Voilà. Le féminisme africain, il n'y a pas de féminisme africain parce que l'Afrique n'a jamais inventé le féminisme. Aucune femme africaine, entrée la moi, a inventé le féminisme. Comment vous le dites dans une langue africaine? Donc inventez vos solutions propres pour s'en sortir. On ne nie pas qu'il y a aujourd'hui des traumatismes, des violences, etc. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que vous devez être capable, non pas de faire du plagiat. Alors, vous acceptez qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas faire du plagiat culturel, il faut être inventif. Justement, on parlait de concept, affect, percept, concept. Donc, si vous n'êtes pas capable de concevoir des solutions à vos problèmes, eh bien, ne croyez pas que ce sont les autres qui vont vous donner la vie. Et il y avait, oui, la dernière question, c'était sur la polygamie. Mais moi, je pense que la polygamie, c'est également un apport étranger. Parce que quand on lit l'histoire et quand on voit aujourd'hui, moi, mes grands-parents sont des chefs traditionnels, comme on dit. Ils ne sont pas polygames. Dans le village, je n'ai vu personne avoir plusieurs femmes. En tout cas, dans mon village, j'ai parcouru quelques autres villages, je n'ai jamais vu des cas de polygamie. Donc je pense que les endroits où la polygamie est répandue, ça doit être une influence également étrangère. Merci. Donc il n'y a pas d'un ou autre qui dit comme toi, il n'y a pas de date ou autre qui dit que dans telle ou telle période il y avait de la polygamie ou autre de vos recherches, vous n'avez jamais vu ça? Qu'il y avait de la polygamie? Non, pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. C'est-à-dire que la polygamie commence à faire son apparition à partir du moment des violences. Donc de la conquête coloniale, que ce soit arabo-musulmane ou judéo-chrétienne. Avant ça, il n'y a pas de, on n'a aucune source, et même actuellement, comme j'ai dit, moi j'ai fait pas mal de tournées de villages, j'ai jamais vu de cas de polygamie, en tout cas dans le cas de l'Afrique centrale. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport au Zikou et au Makwela. À savoir, vous avez dit que le Zikou, on prenait toujours en compte les enfants parce qu'ils faisaient entièrement partie du Zikou, mais vous avez aussi parlé du fait qu'on devenait divin à un moment donné, donc j'avais plus à savoir si c'était au moment du Zikou ou au moment du Makwela pour être capable de concevoir. Juste pour voir un petit peu où se situent les enfants dans ces deux catégories. En fait, ça peut arriver avant ou après. Parce que la logique, en fait, les étapes à suivre en temps normal, c'est vous vous trouvez, vous vous aimez et vous décidez de vous unir. Mais avant ça, avant le Makwela, logiquement, vous ne devez pas avoir d'enfant. Parce que l'enfant n'est pas sous votre responsabilité seulement, l'enfant appartient à toute la communauté. Donc si vous allez faire des enfants n'importe comment et autres, ça veut dire que ça peut être des individus isolés, donc dégénérés. Il peut arriver un truc et puis, pourquoi je veux m'en occuper? J'ai pas été informé de. Voilà pourquoi on fait d'abord le Makwela, donc l'alliance, on se met d'accord, bon voilà, c'est officiel, ils ont ça, et après ils peuvent avoir des enfants. Mais il arrive des cas aussi où ça se fait avant. Vous pouvez avoir des enfants. Par contre, pendant le Makwela, quand les familles se mettent d'accord, eh ben, vous devez apporter des amendes. Vous devez régulariser en fait la situation illégale, pour ainsi dire. Y aurait-il d'autres questions? Bonsoir, je vous remercie pour votre intervention. Moi j'ai un petit peu de peine à comprendre l'ensemble de l'exposé si on le transpose dans la société africaine, notamment si je pense à la région des Congo. Et j'ai le sentiment qu'effectivement on aura envie de se réapproprier son histoire, ses traditions pour se construire demain. Mais comment est-ce que le message passe en sachant qu'il y a la mondialisation, la globalisation? Et comment est-ce qu'on fait fi de toutes ces dimensions pour pouvoir enseigner aux enfants certaines valeurs qui ont peut-être participé à la construction de l'Afrique et qui sont le socle d'une philosophie? Merci pour la question. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que ce que je viens de dire, ce n'est pas l'histoire. C'est la culture.
Et donc, si je parle de culture, c'est que ça se fait encore. Ça se fait encore, et les témoignages que nous avons recueillis, ce sont des gens qui ont vécu ça. Donc, tout ce que j'ai dit, les bandas, ça se fait encore, ces institutions existent encore. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de globalisation. En fait, ce mot aussi, il faut le clarifier. Quand on parle de globalisation ou de mondialisation, il faut mettre le mot juste qui correspond à cela. Il ne s'agit pas de globalisation ou de mondialisation, parce que l'être humain a toujours été globalisé, mondialisé. L'être humain a toujours voyagé, sinon on n'aurait pas peuplé la Terre, vu qu'on dit que l'être humain est né en Afrique. Donc, ce qu'on appelle mondialisation, ce n'est plus ni moins que l'occidentalisation de l'humanité. C'est-à-dire que l'Occident impose sa seule culture aux autres. Et si vous ne faites pas comme l'Occident dit, eh bien vous recevez la bombe atomique. Donc, le défi, voilà pourquoi je faisais la distinction entre Europe et Afrique, parce que, entre guillemets, le combat n'est pas le même, dans ce sens où nous sommes agressés depuis très longtemps, comme j'ai dit, depuis plus de 2500 ans, par ces peuples. On est agressé physiquement, on est agressé culturellement. Mais notre culture est encore là. Alors, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître la culture de l'autre. Voilà pourquoi on a fait exposer sur le mariage. Mais il faut également connaître sa culture. Et comment promouvoir sa culture? Il faut créer des centres, des institutions, mais comme d'ailleurs l'Europe l'a fait pendant les périodes de Renaissance. Il y avait des philosophes qui avaient des idées, les Montesquieu, les Voltaire et tout ça. Ils ont écrit ces idées, et après, ils ont créé des institutions qui ont commencé à former des gens, et puis, etc., etc. Ça donnait des types d'État qu'on connaît, le type d'État et de société qu'on connaît aujourd'hui. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est toute cette culture que nous avons et qui se pratique encore, à nous de faire la promotion de cela, à nous de généraliser cela et puis de faire la globalisation à notre manière. Donc il n'est plus une occidentalisation de nos sociétés, mais maintenant une africanisation de nos sociétés. Donc si maintenant d'autres communautés, comme les Suisses, voudraient participer à ce processus, eh bien, ce serait nous accompagner dans ce sens-là et non pas... Parce que les valeurs et les principes, comme j'ai dit, ne sont pas universels. C'est comme les sciences. Chaque communauté a sa façon de voir les choses, chaque communauté a sa façon d'agir, etc., etc. Donc, là je donne un témoignage personnel. Il y a énormément de... Quand j'ai sorti les ouvrages sur la question de l'excision, il y a eu des Françaises qui ont voulu nous accompagner. Sauf que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ça n'arrangeait pas le discours officiel. Vu que le discours officiel fait la promotion de l'excision en tant que barbarie africaine, et il faut aller sauver les barbares. Sauf que nous, on arrive, on dit non, mais les éléments historiques et culturels, voilà ce que ça dit. C'est vous qui nous avez amené ça. Et là, c'est le chaos. C'est un livre censuré, je vous le dis, censuré, mais totalement censuré. Par ceux-là même qui font la lutte anti-excision. Je peux donner des noms si vous voulez, mais bon, voilà, je ne suis pas là pour ça, mais c'est un témoignage officiel. Donc, si d'autres communautés veulent nous aider ou nous accompagner, il n'y a pas de souci, mais c'est dans le respect de ce que nous-mêmes nous décidons de faire, et non pas dans des valeurs prétendument universelles. D'autres questions? Oui. Merci pour votre intervention. J'ai beaucoup appris par rapport à votre conférence. Mais j'aimerais savoir, donc du coup, on fait quoi? On se marie, on se marie. Oui. Non mais on rigole, mais c'est une question très intéressante parce que l'objet de la conférence était justement pour démontrer que nous ne devons pas nous marier, mais nous devons faire le makwela. Parce que le mariage, c'est un acte qui conduit à des violences dans la vie à deux, dans la vie à trois, dans la vie de couple, dans la vie de la société, etc. Parce que ça suit des procédures où il y a des dominés et des dominants. Donc il y a le conquérant, l'homme, qui va kidnapper la femme, etc.
Sauf que nous, quand on forme des unions, on ne kidnappe pas. Donc on ne peut pas l'appeler mariage. Donc ce que nous devons faire, c'est nous réapproprier nos valeurs culturelles, c'est-à-dire notre façon de nous unir, notre façon de nous organiser dans nos communautés parentales, etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous devons faire, mais ça ne s'appelle pas mariage, parce que le mariage, c'est une autre réalité culturelle qui ne répond pas à ces paramètres. Je ne sais pas si j'ai bien entendu la question. Non, parce que dans la dialectique, il n'y a pas de problème. Mais dans l'application, on peut faire une individualisée, qu'on le veut ou non, que ce soit en Europe ou en Afrique, pareil. Voilà, il y a une certaine uniformisation de la manière de vivre de l'homme. On ne peut pas donner de responsable, mais c'est presque, qu'on a dit ça, c'est comme ça, c'est la vie. Donc aujourd'hui, dialectiquement, je comprends ce que vous dites. Mais aujourd'hui, pour se marier, j'ai besoin de signer un papier, j'ai besoin que les enfants portent le nom par rapport à l'application. C'est pas juste un mot, c'est tout un style de vie qu'on a adopté parce qu'on s'est dit que c'est la meilleure manière de vivre. Alors, si on ne va pas dans ce sens-là, concrètement, on fait quoi? Moi, je suis avec ma peau. Merci pour la précision. Effectivement, c'est une question pertinente, on en rigole, mais c'est une question pertinente. Le problème qui soulève, c'est quoi? C'est qu'on est par exemple ici en Suisse. La loi suisse nous demande d'aller à la mairie si on veut avoir, comme il a dit, des documents officiels, etc., etc. Alors, comment faire? Je crois que ça va dans le sens de la réponse un petit peu que j'ai apportée à madame. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à terre. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Nous sommes quasiment la seule communauté sur cette planète à ne pas avoir de communauté, à ne pas nous organiser. Parce que vous allez chez les Arabes, ils sont organisés. Vous allez chez les Juifs, il y a des communautés juives qui défendent leurs intérêts partout où ils sont et qui imposent. Moi, je vis en France. Vous allez dans les supermarchés, vous avez des rayons entiers. C'est pourtant des magasins français. Vous avez des rayons entiers halal. Donc, le manger d'après les lois musulmanes. Comment ils ont fait pour imposer ça? C'est d'abord parce qu'ils sont organisés, ils ont des valeurs d'après le Coran, ça crée une communauté et cette communauté est capable, partout où elle se trouve dans le monde, d'imposer le point de vue de cette communauté. Donc aujourd'hui, nous, si on a des problèmes avec le mariage ou avec la mairie suisse, pour éviter justement d'aller signer des papiers là-bas, si on est fort, on a une communauté organisée, on a des États organisés et puissants, ça fait partie du Makwela justement dont je parlais. On doit créer des actes diplomatiques en disant, bon voilà, moi ma communauté, elle ne va pas dans ta mairie, parce que chez moi, voilà ma façon de faire les choses. Tu es d'accord, on est d'accord, on signe. Donc ce qui fait quoi? Ce qui fera que la communauté africaine ici en Suisse, eh ben, elle pourra organiser ses Makwela tranquillement et ne pas dépendre du système, du modèle suisse. Mais pour faire ça, il faut d'abord s'organiser en communauté. Il faut avoir déjà des valeurs à la base, il faut avoir des États forts, etc. etc. Mais aujourd'hui, on est totalement désorganisé. Donc on ne peut rien faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'entrer dans le rang de ceux qui nous accueillent. Donc on va aller chez les Suisses, on va donner le nom à nos enfants en fonction de la loi suisse, on va faire ceci en fonction de la loi française. Donc, parce qu'on n'est pas organisé tout simplement. Et ça, le même problème, si vous allez en Amérique, les Afro-Américains ont le même problème. Ils ne sont pas organisés en communauté, alors qu'il y a des communautés latines, des communautés chinoises, etc., etc., qui arrivent à imposer leur culture, leur mode de vie, ça devient même internationalisé, etc. Mais chez nous, qu'est-ce que l'on fait? Rien. Parce qu'on ne connaît pas déjà nos valeurs, du moins, on ne veut pas les connaître, on ne veut pas les promouvoir et on ne veut pas s'organiser en communauté. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à faire l'expérience et je parie que vous avez déjà vécu cette expérience. On préfère aller acheter la nourriture africaine chez les Chinois plutôt que chez notre frère africain qui a un magasin africain. Donc voilà déjà comment créer une communauté avec des comportements éparses comme ça. Donc la problématique, elle est là. S'organiser en communauté autour de valeurs que nous défendons. Et à partir de ce moment, les choses iront de soi. Mais tant qu'on est justement
dans le moutonisme, et ben on va suivre et puis on va se dire. J'ai déjà le micro. Pour aller plus loin à Mouna, je voudrais dire par exemple, lorsqu'on voit même dans les films occidentaux, un occidental il peut être à l'autre bout du monde chez les papous, ils sont que deux, mais s'ils décident de se marier, ils perpétuent leur tradition. Ils vont même prendre un papou, lui dire de répéter je vous unis ou la blabla blablabla. Donc c'est pour dire que lorsqu'on a une culture, on ne doit pas avoir de limites et on ne doit pas se conformer aux valeurs des autres. Ils ne s'adaptent pas aux papous, ils préservent leur culture. Même s'ils sont perdus au milieu de nulle part, ils préservent leur culture. Donc nous devons ne pas avoir peur également de nous préserver et d'être jaloux de cette culture. Voilà pour moi. Merci. Bonsoir. J'ai une question par rapport à l'union, le Makwela. Quand il y a union entre deux personnes, donc deux Africains, je dirais, comment ça se passe au niveau du nom? Parce que dans le mariage occidental, la femme prend le nom du mari. Donc chez nous, comment ça se passe? Alors, le principe, si vous lisez mes travaux, le livre d'Onami par exemple, il y a ce principe qui dit que chaque individu humain est unique en son genre. Donc chez nous, quant à le Makwela, justement, c'est l'alliance de deux familles. Ce n'est pas l'assimilation d'une famille ou l'intégration d'une famille par une autre. Donc la femme, elle garde son nom et le mari garde son nom. Et les enfants prennent le nom de qui? Les enfants, chacun de nous est unique en son genre, je répète le principe. Les enfants ont leur nom propre. Donc chez nous, je donne mon exemple personnel, voilà, mon père a un nom, son petit frère a un autre nom. Chez nous, il n'y a pas de nom de famille comme ici. Ça, c'est depuis qu'on est justement, comme disait le monsieur derrière, et puis qu'on suit l'état civil à l'occidental, quand on est obligé de donner le nom du père à l'enfant, le nom de la mère, etc. Chez nous, chacun porte son nom personnel. On a beau avoir le même père, la même mère, mais chaque enfant a son nom à lui. Merci. Bonsoir, c'était juste pour compléter par rapport à la question de mon frère derrière au fond. C'était juste voilà, pour dire que quand on a la volonté, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Là, je vais donner mon exemple par rapport à moi, personnellement. Je suis mariée en France, j'ai 2 enfants. Chez nous, on dit que quand on arrive dans un village, si vous trouvez que les gens sur place commencent par danser avec le pied gauche, il ne faut pas commencer par danser avec le pied droit. Quand vous êtes dans un pays étranger où vous ne pouvez pas pratiquer votre culture à 100%, la première des choses est de respecter les lois. Vous pouvez très bien, par exemple, vous marier entre guillemets à la mairie suisse, respecter les lois suisses, mais compléter aussi avec votre propre culture. Moi, je me suis mariée en France, mais je ne porte pas le nom de mon mari. Je porte mon propre nom. Si en France, cette possibilité-là ne m'était pas donnée, croyez-moi que j'allais tout faire pour aller me marier dans un pays où on me permet de garder mon nom et, par la suite, transférer le mariage en France. Et ça allait me permettre de garder mon nom. Concernant les enfants, mes enfants par exemple, ils ont chacun 8 noms. Ils portent, selon la loi française, le nom du père et de la mère, parce qu'on nous le permet maintenant depuis à peu près 10 ans. Avant, ce n'était pas possible, c'était que le nom du père. Mais je leur ai donné les noms selon ma tradition, des noms de ma famille et des noms par rapport au contexte de leur naissance. Donc voilà, c'était juste pour dire que si vous voulez, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien combiner les 2 cultures entre guillemets. Voilà, c'était tout. Merci. Ma question porte sur le zikou. Donc toi tu parlais d'une union de 2 personnes et puis qu'il y a l'affect, le percept et le concept.
Et moi, j'aurais voulu connaître ton opinion sur les unions interculturelles. Très bonne question. Très bonne question, parce que quand on parle d'interculturel, ça signifie qu'il y a plusieurs cultures. Alors déjà, il faut clarifier les choses. Les cultures sont, je ne dirais pas continentales, mais comment expliquer ça? C'est-à-dire que chaque nation a sa culture. Mais dans une nation, il y a plusieurs peuples. Donc, une nation est composée de plusieurs peuples, mais ils partagent une unité culturelle. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont lu le livre, on ne l'a pas aujourd'hui, le noir, là je démontre que ce soit l'arabe, que ce soit le français, que ce soit le chinois, ils partagent la même culture. Même si chacun fonctionne après dans l'application à sa façon propre. Donc, chaque peuple a sa culture. Maintenant, quand on parle de mariage interculturel, il faut situer les choses. Est-ce que c'est entre, par exemple, un Zoulou et un Wolof? Là, il y a unité culturelle. Donc, il n'y a pas interculturalité. Alors, si par exemple, c'est entre un Zoulou et un Français, là, justement, il y a interculturalité. Alors là, justement, il nous suffit d'appliquer les principes que j'ai donnés. Affect, percept, concept. Au niveau de l'affect, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous aimer. Au niveau du percept, les problèmes commencent. Est-ce que vous percevez les mêmes valeurs? Est-ce que vous percevez la même vision du monde? Est-ce que Au niveau du concept, c'est la même chose. Si vous vous mariez, par exemple, on va dire dans les années 1700 ici en Europe, la femme, elle n'avait le droit de rien faire. C'était dépendait totalement de son homme. Est-ce que vous, en tant que Zoulou ou en tant que je ne sais pas qui, vous acceptez ça? Donc, si vous acceptez de rentrer dans sa culture. Si vous n'acceptez pas, ben, voilà. Le concept, c'est pareil. La créativité. Est-ce que vous avez le droit de travailler? Est-ce que donc, c'est simplement appliquer les éléments culturels, mais pour cela, il faut connaître cette culture dont on parle. Parce que si vous ne connaissez pas la culture et vous vous dites, comme aujourd'hui, on nous pompe un petit peu tous les jours maintenant la télé, l'histoire des droits de l'homme, je sais pas, les droits universels, etc., ça n'a rien d'universel. Ça n'a rien d'universel. Donc, c'est endogène, la culture, comme j'ai dit, c'est endogène à chaque nation. Donc, quand vous vous rencontrez, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a compatibilité au niveau du percept, de l'affect, du percept et du concept? Ce sont les seules questions à se poser. Si ces questions sont réglées, ben, après, il n'y a pas de souci. Oui. Je voulais revenir au Makwela. Tu as parlé d'alliance, de négociation. Est-ce qu'il y a une personne qui scelle cette union, ou cette union elle est simplement scellée par l'échange de biens? Et puis j'ai encore une deuxième question. Quand tu as parlé d'échange de biens, est-ce qu'on parle de biens, c'est vraiment des présents, ou il y a aussi l'échange ça se monnaie en fait, d'échange d'argent? Alors, au niveau de la personne qui scelle, ce sont les deux familles qui scellent. Et chaque famille a un représentant. C'est celui habituellement qu'on appelle le chef de famille. Donc chaque famille a un représentant et la négociation, ça se passe autour de la famille. Très souvent, c'est l'oncle, on parle d'oncle, voilà, qui organise les choses. Enfin, du moins, qui est le porte-parole de la famille. Donc, c'est la personne qui, en fait, ce sont les deux familles qui scellent. Donc, quand les conditions sont respectées, et ben, on se met d'accord, tout est OK, et bien là, on peut manger. Quand on mange ensemble, ça veut dire qu'on est d'accord et les choses poursuivent. Donc ce sont les deux familles qui participent à travers leurs représentants. Maintenant, au niveau des présents, quand on parle de présent, là encore, il faut faire la distinction entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait vraiment. Parce que quand on parle de présent, c'est pas, voilà, on ne profite pas de ce moment pour demander la veste cravate qu'on n'a pas dans mon tiroir. Je ne vais pas demander les bijoux d'or, mais ça c'est arrivé. Donc, c'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. Ce sont des objets symboliques que l'on demandait, et ces objets symboliques correspondaient à la culture de chaque peuple. Et très souvent, j'ai parlé des Nzondi qui étaient là pour décoder, parce que très souvent, c'est des pièges qu'on vous demandait. On peut vous demander, par exemple, bon, moi je veux un morceau de crocodile. Pour celui qui n'est pas averti, il va l'attraper un crocodile, il va ramener.
alors qu'en disant je veux un morceau de crocodile, on lui demande de faire autre chose. Donc il y a pas mal de symbolique derrière, parce que le Makola c'est un processus, il y a pas mal de symbolique derrière. Donc le but ici, comme j'ai dit en prenant l'exemple de deux États qui font une alliance diplomatique, c'est la même chose. Donc là, le but c'est de parvenir à l'alliance et de savoir si justement, là on a parlé du zikou, affecte cette concept, mais ça intervient également au niveau des familles, enfin du moins, des communautés parentales. Donc ces deux communautés parentales doivent s'entendre, elles doivent savoir si elles partagent les mêmes valeurs, donc le percept, et elles doivent savoir s'il est possible qu'elles collaborent, donc le concept. Donc si tout ça est OK, c'est... Voilà. Mais au niveau des présents, c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui, c'était des choses symboliques qu'on demandait pour montrer à chacun que je te connais et tu me connais et on est capable d'avancer ensemble. Y a-t-il d'autres questions? Plus fort. Alors, c'est peut-être votre discours qui me pousse à poser la question. Est-ce qu'il existe le divorce? Est-ce que c'est quelque chose de normal de divorcer quand un mariage ne marche pas? Voilà. Comme je l'ai dit au départ, et comme le disent les Français par exemple, la première cause du divorce, c'est le mariage. Donc si on parle de mariage, il est normal de divorcer. Par contre, si on parle du Makwela, justement, il n'est pas normal de rompre cette alliance. Parce que c'est une alliance, lorsqu'elle est bâtie, elle est censée durer éternellement. Parce que les mécanismes mis en place, donc à partir de l'éducation des enfants jusqu'aux familles qui scellent cette alliance, tout est mis en place logiquement pour que ça dure éternellement. Voilà pourquoi même s'il arrivait que les deux individus décident de ne plus de se séparer, ce qui n'arrive quasiment jamais, puisque même quand il y a des problèmes, on parvient à régler les choses, les familles prennent, les deux communautés prennent en charge, mais au cas où même cela arriverait, vous remarquerez toujours qu'il y a le pont qui est toujours resté entre les deux familles. Donc, ce pont est fait par qui? Par les enfants, qui appartiennent toujours aux deux, d'après l'alliance qui a été établie. Donc, le point central ici, ce sont les enfants. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toute une communauté pour éduquer un enfant. C'est pas papa et maman qui... voilà, parce qu'on sait que papa et maman peuvent faire des fous, mais le plus important, c'est l'avenir de l'humanité qui est l'enfant. Voilà pourquoi on insiste vraiment dessus. Et quand il y a des enfants avant Makwela, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des sanctions, des amendes. Ah mais justement, vous pouvez divorcer pour quelle raison? On ne décide pas de divorcer sans raison. C'est-à-dire... Oui, vous pouvez le faire si ça ne marche pas. Mais pour quelle raison ça ne marcherait pas vu que tout est mis en œuvre pour que ça marche? Vous pouvez le faire, mais ça arrive rarement parce que tout est, dès le départ, est mis en œuvre. Parce que dès votre naissance, dès votre conception, on vous éduque dans ce système de solidarité. Et qui dit solidarité, le divorce, c'est un manque de solidarité. Il faut voir les choses d'après cette logique culturelle. Parce que mon grand-père au village, il ne pense pas d'après un autre précis. Lui, quand vous lui dites divorce, il pense tout de suite, ah, vous brisez la solidarité. Donc, c'est la crise totale. Voilà pourquoi ils font tout. Dans ma propre langue, il y a un proverbe qui dit que rester le dali, sert de l'idée. Ça veut dire qu'on peut, c'est légal de se marier, c'est légal de se divorcer. Donc, ça veut dire qu'on est des êtres humains. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il est possible de divorcer. Mais le problème, c'est qu'on ne divorce pas sans raison. Je ne sais pas, moi, si aujourd'hui, si vous êtes en couple ou marié, et vous vous réveillez un matin, bah, tiens chérie, je m'en vais. Ça n'a pas de sens.
Ça veut dire que bon, c'est un autre problème. Voilà. Si vous parvenez à faire ça, ça signifie qu'il n'y a pas eu la préparation préalable dont j'ai parlé, les chitumbi, les bang et autres. Donc ça, c'est l'histoire de Cupidon où le couple, ben, c'est quelque chose de... C'est un accident. Ah tiens, je te rends compte que c'était tellement grand, je suis du divorce. On divorce, voilà, on divorce pour une raison, on ne divorce pas comme ça parce que... Non, j'aimerais juste rester sur le même sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des imposteurs partout, hein. Tout d'un coup il y a des familles, non mais c'est vrai, il y a des familles qui se présentent à une autre famille, et puis une fois que le mariage est fait, ben,